Merci de suivre aujourd'hui ce live spécial Studirama qui est consacré au nouveau programme Grande École de l'ISG. Et pour en parler, nous recevons aujourd'hui Thierry Sebag qui est directeur général de l'ISG. Alors Thierry Sebag, bonjour. Bonjour. Merci d'être présent et de répondre aux Merci questions de votre invitation. Des internautes en cours et puis des questions qui nous ont été posées. Alors, il y a une question parce que l'ISG, Grande École de Commerce, on va dire une vieille école de commerce, mais qui a un programme Grande École depuis longtemps. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce programme ? Alors, vous avez raison, Nicolas, c'est une grande école, c'est une grande parisienne. Elle a 50 ans d'histoire et c'est une école qui a renouvelé son programme Grande École. Alors, elle l'a renouvelé d'abord en imaginant un programme qui est aujourd'hui un programme en 5 ans et plus simplement un programme post-prépa, même si, bien entendu, nous continuons à accueillir des étudiants à l'issue de la BCE. Donc des étudiants qui passent par les classes préparatoires. Et c'est un programme qui ouvre les enseignements de gestion à la fois au champ disciplinaire de la création, de la créativité, mais aussi des nouvelles technologies et du digital. C'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, sur les métiers auxquels nous préparons, eh bien, nous voyons bien que lorsqu'il s'agit de finances, lorsqu'il s'agit de ressources humaines, lorsqu'il s'agit de tout ce qui touche au marketing et à la communication, le digital est partout. Et ça tombe bien parce que l'ISG fait partie d'un groupe qui s'appelle Ionis, dans lequel nous avons des écoles de création, IARTSUP, des écoles digitales, Techno, Esme Sudria, Epita, Epitech. Et avec ces écoles, nous avons construit à la fois des modules qui permettent à nos étudiants d'intégrer ces dimensions-là dans leurs enseignements de gestion. On est bien dans une école de commerce, mais avec une très forte ouverture à l'international et une très forte ouverture sur les nouveaux métiers de demain. Alors, on discutera évidemment de l'aspect pédagogique de ce que propose l'ISG en 5 ans, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a un vrai positionnement stratégique aujourd'hui sur une cible que sont les terminales qui veulent s'engager pour un cursus de 5 ans. Alors, on a une question qui nous pose, mais est-ce que ce n'est pas le programme en 3+2 ? C'est-à-dire 3+2, le programme classique bachelor, que vous avez à l'ISG par ailleurs, et puis ensuite un cursus en 2 ans classique de type master. Alors, le programme Grande École de l'ISG, ce nouveau programme Grande École en 5 ans, il est structuré en 2 cycles. Et forcément, je comprends bien la question de pourquoi en quoi ce programme-là est différent du programme Business et Management. C'est la question qui nous a été posée, précisément aussi dans le programme Business Management. J'imagine bien parce que c'est bien ça que nous avons en tête. Le programme Grande École, c'est d'abord un programme qui, sur son premier cycle, vise à donner une culture globale et internationale à nos étudiants. Et donc, ce programme, sur son premier cycle, il est… 3 ans ce premier cycle, on est d'accord. Alors, le premier cycle de 3 ans, bien entendu, mais attention, nous sommes dans un programme Grande École et le diplôme que l'on vise, c'est un Bac+5, visé grade de master. Sur lequel je ne m'engage pas pour 3 ans, puis après je vois. Je m'engage pour 5 ans, mais c'est séparé en 2 cycles. Exactement. Du moins, dans la pédagogie. Le premier cycle, les 3 premières années, c'est 3 années pour acquérir une culture globale, internationale, qui est thématisée sur chacun des semestres par grands continents. On commence par l'Europe, on continue par l'Afrique, on poursuit par l'Asie, on termine par les Amériques. Et puis, on a cette très grande ouverture sur le monde de la techno et du digital qui fait qu'à l'issue de leur premier cycle, les étudiants vont devoir choisir une orientation, un parcours 100%, 100% en anglais, un parcours qui sera multi-spécialisation en initiale ou en alternance et qui permettra aux étudiants de pouvoir choisir le lieu où ils iront, de choisir aussi la technologie sur laquelle ils auront envie de travailler et puis, bien entendu, le thème de gestion, la spécialisation de gestion qui sera la leur, les ressources humaines, le marketing, la gestion. Voilà. On a une question justement sur ce programme, sur ce parcours 100% en anglais. Oui. Il n'est donc accessible qu'à l'issue de la 3e année, c'est-à-dire en 4e année. C'est ça. Exactement, sachant que les étudiants ont la possibilité de suivre toute une série de cours tout au long du premier cycle qui seront aussi bien entendu en anglais, forcément, puisque nous avons aujourd'hui quasiment la moitié de nos enseignants qui sont des enseignants qui ne sont pas francophones et qui enseignent de fait en anglais pour une très grande partie d'entre eux. Alors, Alexis nous dit, j'ai entendu parler des nano-certifications dans le nouveau programme de l'ISG. Pourriez-vous approfondir ce point qui semble être une des grandes spécialités ou une des grandes spécificités de votre école? C'est vrai. L'idée, c'est que
on permette à des étudiants d'obtenir un quelque chose en plus qui permette d'avoir ce petit truc en plus sur le CV qui fasse tilt chez l'employeur. Je vais en donner quelques exemples. Je me spécialise en finance, par exemple, et je me dis, tiens, j'ai envie d'une spécialisation finance, et je me dis, ce qui serait pas mal, c'est que j'ai un petit quelque chose en plus sur la cybersécurité. Alors, on a construit avec Epita, et c'est le principe de tous les nanocertificats, un quelque chose où on a un bloc digital, un bloc business, une étude de cas qui est proposée par une grande entreprise référente sur le secteur, et on est dans le même champ disciplinaire. On obtient à la fin de ces 40 heures de cours, 20 heures sur la partie techno, 20 heures sur la partie business, l'étude de cas comprise, et on se retrouve avec un nano-certificat cybersécurité. Je prends un autre exemple. Imaginons que vous ayez en tête, par exemple, de monter quelque chose sur le domaine de la mobilité, des nouvelles mobilités et des transports. Vous avez en tête de rivaliser avec Cityscoot, vous avez en tête de rivaliser avec Coo, avec Uber, et vous vous dites, j'aimerais bien comprendre ce que sont les enjeux techno de ce secteur et avoir aussi les enjeux business. Alors, vous avez la possibilité d'avoir un nano-certificat, c'est-à-dire de prendre quelques modules, des électifs, en 3e et 4e année, qui vous donneront un nano-certificat sur le domaine des nouvelles mobilités. Même chose sur l'IA, même chose sur le big data, même chose sur toutes les technologies d'information. Le choix est assez large. Le choix est très large et reflète tous les partenariats que nous avons au sein du groupe Ionis et toutes les synergies possibles qui sont possibles au sein du groupe Ionis. Alors justement, puisque vous parlez de ça, il y a une synergie assez importante avec l'EPITA, exactement, plutôt liée de la technologie informatique. Oui. Et un internaute qui a été regarder votre site dit, mais au fond, au final, puisque vous semblez avoir un partenariat très fort avec l'EPITA sur une partie du cursus, il demande si à la fin on finit par avoir le double diplôme manager-ingénieur. Alors, nous avons effectivement un de nos cursus qui s'appelle Manager Ingénieur de la Tech et qui est construit avec Epita. L'idée, c'est que nous puissions proposer à des étudiants à l'issue de leur premier cycle et puis à des étudiants qui arrivent avec un bachelor ou une licence, la possibilité d'intégrer un diplôme qui ait cette double compétence, cette double culture, très business et très orienté techno aussi. Et donc forcément, ils auront un diplôme qui sera co-construit Epita et ISG. Et ce programme-là, ce parcours-là, dans le cadre du programme Grande École, ouvrira à la rentrée 2021. Alors, on a plusieurs questions sur les conditions d'admission et sur les niveaux, puisque vous dites qu'il y a des niveaux d'admission qui sont autres que le bac. Donc, si vous pouviez préciser quels sont les niveaux d'admission et puis en quelle année on rentre, et puis aussi préciser les conditions d'admission, dossier, examen, concours, oral. Très simple, on a un concours qui s'appelle STEP pour entrer en première année après le bac. Quand on est en terminale, on attaque bien sûr quand on a son baccalauréat. Bien sûr. Le concours s'appelle STEP 1, première année, 2, deuxième année, 3, troisième année, 4, quatrième année. Donc on peut rentrer avec un concours indépendant propre à l'école qui s'appelle STEP. En première année, le concours est assez simple, 2 épreuves écrites, 2 épreuves orales. À l'écrit, un grand QCM que l'on a appelé Culture Plus, 80 questions, qui vous balaye à la fois sur des sujets bien entendu de culture générale, mais aussi du raisonnement verbal, du raisonnement numérique, standard. Et puis une épreuve... On se prépare à ce QCM? Il faut se préparer? Bien sûr, il faut se préparer. On prépare. Si vous le souhaitez, on envoie, lorsque les étudiants le souhaitent, on peut envoyer des annales de concours. Et puis bien entendu, on a aussi des journées de préparation au concours. Gros coefficient pour ce QCM? Alors, le coefficient... il est important, mais ce qui est très important, c'est surtout Discovery. Alors Discovery reflète la nature des 2 premières années dans le programme Grande École. Dans le nouveau concours que nous avons prévu et qui est pour Step 1 et Step 2, pour Step 3 c'est un petit peu différent, on l'a appelé pas Discovery One mais Discovery Grand Angle. Discovery un peu comme la chaîne, parce qu'on s'est dit que l'on avait envie d'aller balader en Asie, en Europe, en Afrique, aux Amériques, et donc de refléter ce que nous avions, cette très grande spécialisation par continent. Et donc les étudiants choisissent un continent où ils ont envie d'aller étudier, où ils se voient potentiellement peut-être passer quelques mois, où ils ont des rêves d'international, où ils ont peut-être aussi bougé, et on leur demande de nous expliquer pourquoi cette zone-là, pour eux, leur semble importante. Alors, on prend prétexte d'un
d'un commentaire de texte, ils le tirent au sort sur l'une des zones qu'ils ont choisies, et c'est ça Discovery One. Ils choisissent un continent. En troisième année, ce sont des terminales, c'est pas un exposé de géopolitique. Hein. Oh là non, on est bien loin de là, loin de là. Et puis surtout, l'objectif, c'est de parler de leur motivation à l'international, parce que c'est l'ADN de l'ISG. Depuis son origine, l'ISG était présent, très présent à l'international, comme vous savez. Et quand on demande à nos anciens qu'est-ce qu'ils retiennent de l'ISG, ils vous disent 3 villes. C'est l'international et ils vous disent 3 villes, Paris, New York, Tokyo. Et aujourd'hui, nous, on veut faire de l'international différemment. Et une des façons de faire de l'international différemment, c'est d'être présent dans les villes qui comptent au moment qui compte. Alors, pour les terminales, 2 épreuves, QCM, Discovery. Oui. Et ensuite, oral. Alors, l'oral, c'est Discovery. Et donc, dans Discovery, ils ont 2 parties, commentaires de texte, puis ensuite, bien entendu, on arrive sur les motivations, et les motivations qui sont très orientées sur l'international. Alors, en termes de terminale, tous les profils sont acceptés. Est-ce que vous regardez les notes de première? Est-ce que vous demandez la communication éventuellement des bulletins scolaires? C'est important pour vous? Alors, les bulletins scolaires sont bien entendu demandés, mais ce qui compte surtout, c'est le projet de l'étudiant et puis bien entendu la façon dont l'étudiant aura préparé aussi son projet à l'international et puis l'ensemble de ces actions, l'ensemble des éléments, notamment sur les technologies, sur la créativité, sur ce qu'il fait, ce qui le rend singulier et spécifique pour le programme et qui fait que nous, finalement, vous voyez, on ne cherche pas à sélectionner, sous-entendu, à avoir un seul et unique profil, mais à avoir une diversité de profils d'étudiants. Donc ça, c'est Step 1 qui s'adresse essentiellement aux bacheliers. Oui. Step 2 va s'adresser à qui? Step 2 s'adresse à des étudiants qui ont validé une première année, à la fac ou ailleurs, et qui se disent, finalement, c'est bien, mais je préférerais revenir dans une école. Eux arrivent en 2e année du programme. Arrivent en 2e année de programme, exactement. Il faut qu'ils aient validé leur première année précédemment. Typologie d'examen? Exactement la même chose que Step 1 parce qu'il n'y a pas de grande différence. Step 3 est un petit peu différent. Donc on s'adresse à des Bac plus 2 validés. Exactement. On s'adresse à des gens qui ont un BTS, un DUT ou bien un titre qui donne droit à 120 crédits ECTS. Pour ces étudiants-là, à peu près la même chose. Le QCM de culture est un peu plus élargi. Au lieu d'avoir un QCM Culture Plus qui fait 80 questions, il en fait 120. Là aussi, on se prépare. Hein. On se prépare, bien entendu. On vient à l'école et puis on voit la nature de ces épreuves. Et à côté de cela, au lieu d'avoir un seul continent sur lequel on puisse être interrogé et sur lequel on devra parler, il faudra en choisir 3. On rappelle qu'on les choisit, on n'est pas, c'est pas au hasard. Non, on les choisit. Et on les choisit forcément en fonction de ses goûts, en fonction de ses passions, en fonction de ses voyages aussi que l'on a fait. Alors, lorsqu'on est intégré dans l'école, pour choisir son continent ou sa destination, il y a un principe de classement, de rang, ou alors, parce qu'il y a forcément des pays qui sont plus demandés que d'autres. Alors, plusieurs choses. Sur les 2 premières années, on balaye nos étudiants, on fait balayer à nos étudiants toutes les questions relatives au management, au business, à la culture, à la géopolitique sur tous ces continents. Mais vous avez raison, lorsqu'ensuite nous envoyons nos étudiants en université partenaire, en fonction des universités, en fonction aussi forcément des conditions liées à l'immigration dans le pays, eh bien on a ou non un rang de classement qui est requis. Quand on envoie nos étudiants à McGill, quand on envoie nos étudiants à Berkeley, forcément, les conditions ne sont pas les mêmes que dans d'autres universités. On va dire que c'est le système classique dans toutes les grandes écoles. Oui. Alors, sur une scolarité de 5 ans, combien de temps passe-t-on obligatoirement à l'étranger et combien de temps passe-t-on obligatoirement en stage d'entreprise en France? Alors, je ne compte pas la période d'alternance. Je ne compte pas. Bien sûr, ça c'est particulier. Je le mets de côté. Mais on en reparlera d'alternance. Oui. Mais sur la période minimale que les étudiants vont pouvoir passer à l'international, ils vont pouvoir passer au minimum en échange académique 2 semestres à l'international. Minimum 2, probablement un peu plus, entre mais 3, un an minimum sur le semestre. Réparti sur l'année, sachant qu'en plus des grandes périodes d'immersion à l'international, toutes les années sont émaillées de ce que nous avons appelé des Learning Expeditions. On a une question justement, j'allais vous la poser, sur ce qu'étaient ces fameuses Learning Expeditions. Je vais vous en donner un exemple tout bête. Le 29 mars, jour de Brexit, nous avons délocalisé
l'école, pour une partie de l'école et du programme Grande École, on l'a délocalisé à Londres, dans une de nos universités partenaires, à savoir Richmond University, et puis on a terminé à la Bourse de Londres. Et l'idée, c'est que sur des grands temps forts de la vie économique, de la vie sociale mondiale, eh bien, l'école soit présente. Alors, je vais vous en donner quelques exemples. On a en tête d'être présent au Consumer Electronics Show de Las Vegas au mois de janvier prochain. Et donc, on emmènera une délégation de nos étudiants là-bas, d'être présent à Milan à l'occasion de la Fashion Week, d'être présent à Tel Aviv au moment du DLD, qui est le Design Life Digital, qui a lieu au mois de septembre, et d'être présent sur ces grands événements à Londres, à Milan, à New York ou à Las Vegas, tout bêtement. Alors, nous parlions de l'international. On a une question. On vous demande, est-ce qu'il y a des doubles diplômes à l'issue, effectivement, de ces semestres? Et puis, on vous demande peut-être de préciser quels accords vous avez, mais peut-être qu'avec le nombre d'accords que vous avez, c'est peut-être un peu compliqué à lister, là. Plus de 160 partenariats. Bon, on ne va pas les lister. Voilà. Peut-être les majeurs, les plus importants. Alors, parmi les plus importants en nombre aujourd'hui, forcément, la première des destinations où nos étudiants partent, c'est d'abord Baruch University, qui est en plein cœur de New York, où on envoie une grande partie de nos étudiants. Ensuite, on a forcément aussi des très grandes universités en Amérique du Sud, à la fois au Mexique, puis aussi en Argentine, où nous avons beaucoup de nos étudiants qui partent régulièrement chaque année. Et puis forcément en Europe, à Madrid, à Barcelone, où nous avons, et puis aussi forcément, je le citais avec Londres, Richmond University, ça n'est pas la seule, Roehampton également, et puis un peu plus en Écosse aussi, forcément à Dublin, forcément pour des raisons aussi stratégiques et de Brexit, et où nous avons la possibilité à la fois d'offrir des semestres d'échange académique et des doubles diplômes. On en offre au total plus d'une cinquantaine sur quasiment tous les métiers de la gestion, que ce soit le marketing, que ce soit la finance, que ce soit les ressources humaines, que ce soit l'événementiel. Alors, vous savez, il y a des destinations qui sont à la mode pour toute une série de raisons. Est-ce que vous voyez là des pays qui attirent plus vos étudiants que d'autres et qui sont les résultats d'une mode? Je ne sais pas, la Chine, l'Asie. Alors, vous dites la Chine et l'Asie, c'est vrai. On a beaucoup d'étudiants qui nous demandent l'université du Sichuan avec laquelle nous avons un accord de partenariat. Mais c'est assez surprenant parce que derrière ces modes, on voit une destination se profiler de plus en plus qui est le Mexique. Parce que souvent, les étudiants la trouvent un bon compromis entre le coût des études, le coût de la vie, et puis une expérience qui est une expérience internationale, qui est un peu à cheval entre l'Amérique du Sud et puis, donc pays émergents, et puis les pays développés et les États-Unis tout proches. Alors, en termes de double diplôme, comment ça se passe? Il y a possibilité d'avoir un double diplôme à l'issue du programme Grande École de l'IEG avec une de ces universités partenaires? Tout à fait. Il y a plus d'une cinquantaine de doubles diplômes. Forcément aussi, nous élargissons chaque année notre portefeuille de doubles diplômes. Et puis aussi, il faut le dire, puisque nous avons énormément d'accords de partenariat. C'est l'histoire de l'IEG qui le veut avec les universités américaines. La situation avec les universités américaines sous l'administration Trump ont aussi beaucoup changé. Les conditions d'entrée et les conditions d'acceptation et de visa aux États-Unis ont changé. Comme nous sommes une école qui accueille 60 nationalités, forcément aussi, la situation n'est pas la même pour les étudiants français, suivant le programme Grande École, et puis pour les étudiants étrangers. On vous demande si ce programme est disponible sur tous les campus où vous êtes présent, puisque l'IEG est présent dans un certain nombre de villes en France. Alors, le programme Grande École en 5 ans n'est disponible que sur Paris. Et sur les régions, nous avons en revanche à la fois le programme Business et Management et puis l'offre de MSc et de MBA que nous sommes en train de déployer. Mais la Grande École, elle, n'est présente que sur Paris. On revient 2 secondes sur une question qui nous est posée, mais vous avez répondu. Je suis en L2, est-il possible d'intégrer l'école et en quelle année? Mais vous avez répondu avec un concours Step 2. Exactement, mais je vais faire juste une petite remarque. Le L2 est validé ou non validé. Si votre L2 est validé, alors vous pouvez entrer en 3e année de programme Grande École. Si votre L2 n'est pas validé, alors vous ne pouvez pas rentrer en 3e année et vous ne pourrez rentrer que en 2e année de programme Grande École. Voilà.
Vous avez abordé tout à l'heure le sujet de l'apprentissage, de l'alternance. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Alors peut-être préciser effectivement à quelle année ça se situe et puis quel est le rythme, comment ça se passe? Alors, l'alternance à l'ISG, elle est spécifique et puis surtout, elle a un petit truc en plus. Le petit truc en plus, c'est que le programme Grande École en alternance de l'ISG est un programme en alternance spécialisé. C'est-à-dire que vous rentrez dans une grande école où vous allez pouvoir aussi choisir en alternance votre thème de spécialisation. Et donc offrir aux entreprises qui recherchent des alternants, elles ne recherchent pas des alternants dans l'absolu, mais elles recherchent par exemple des alternants ayant une spécialisation ressources humaines, première option, ayant une spécialisation marketing digital, deuxième option, ayant une spécialisation finance, troisième option, ayant une spécialisation par exemple sur tout ce qui va toucher au marketing et à la négociation. Et donc vous allez avoir la possibilité de choisir l'une de ces 4 spécialisations avec dans chacune de ces spécialisations aussi des choix d'électifs qui vont continuer de vous spécialiser. Et cette alternance, elle est disponible à partir de l'année 4, donc après master, le premier cycle finalement. Après le premier cycle, pour des raisons simples. D'abord parce qu'on voit bien que les entreprises sont peu appétentes à l'alternance avec, du moins sur les programmes grande école, les premières années. C'est vrai aussi des bachelors, c'est très difficile de trouver une alternance tout de suite. Et puis surtout, l'alternance, elle a pour objectif que de se traduire à la fin par une embauche. Et donc forcément, c'est plus facile de démarrer de l'alternance en M1. Et du coup, l'alternance se fait soit sur un rythme qui est 3 semaines, 1 semaine, dès le premier semestre de votre première année de master, ou alors vous pouvez démarrer au second semestre, donc en janvier, soit tout simplement faire votre dernière année de master en alternance. Alors quel est le rythme que vous avez choisi pour cette alternance? 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Alors, qui dit alternance dit entreprise. Et la problématique d'un alternant, c'est souvent de trouver une entreprise d'accueil et une entreprise d'accueil qui va lui proposer finalement quelque chose de valorisant et d'intéressant. Tout à fait. Et je pourrais répondre de 2 manières. La première des manières, je pourrais vous répondre data. On est à l'ère de la data aujourd'hui. Je pourrais vous dire aujourd'hui, l'école, c'est 15 000 offres d'emploi qui sont recensées chaque année sur le site de l'école, sur la plateforme de l'école. On a un Career Center. On a en permanence sur le site de Paris 5 personnes à temps plein qui sont dédiées à l'accompagnement de nos étudiants sur leur recherche de stage, sur leur recherche de premier emploi et puis bien entendu sur leur recherche d'alternance. Mais je dirais qu'au final, ce n'est pas tellement ça qui compte. Ce qui compte, c'est d'avoir les personnes qui ont la capacité à prendre leur téléphone, le décrocher et puis passer des coups de fil pour faire en sorte que l'alternance puisse fonctionner. Et là-dessus, on a travaillé les choses différemment dans ce nouveau programme puisque l'on a lié le service des relations entreprises avec le service des alumni. Et de fait, on a aujourd'hui à la tête du service entreprise quelqu'un qui est très lié aux alumni et qui donc a une capacité à rebondir sur l'ensemble du réseau. On est une école avec aujourd'hui presque 24 000 anciens. Ce soir, on en aura encore 300 de plus puisque nous diplômons notre promotion 2018. La promotion 2019 sera l'année prochaine et nous avons donc cette possibilité de pouvoir revenir très facilement et très vite et d'être donc très réactif à la demande de nos jeunes. Alors, plusieurs questions pour revenir à l'admission, puisque là nous sommes dans une période qui est hors Parcoursup. Parcoursup a fermé à la mi-mars. Alors comment ça se passe par rapport à Parcoursup pour s'inscrire dans votre programme? Alors, très simple. On appelle au service des admissions de l'école, on dépose un dossier de candidature et puis on s'inscrit à une session de concours. La prochaine a lieu le 13 avril, la suivante a lieu le 22 mai et puis on s'inscrit sur l'une de ces sessions de concours et l'on s'y prépare avec une journée de préparation concours. Et donc vous êtes bien hors Parcoursup, donc voilà, il n'y a pas besoin d'être dans le circuit Parcoursup. Mais les choses changeront à partir de la rentrée prochaine, puisque nous serons dans Parcoursup à l'occasion de la prochaine rentrée. Mais pour cette année, c'était prématuré. Donc l'année prochaine, c'est-à-dire la séance 2019-2020, Exactement. vous rentrerez dans le cursus classique Tout à fait. de Parcoursup.
Dans votre système d'admission, prenez-vous des titulaires de master? Alors, des titulaires de Master 1. Alors, je n'ai pas la précision. On intègre le programme Grande École au mieux en première année de Master 1. Donc, il faut, si vous avez déjà un Master et que vous considérez que votre Master ne correspond pas à vos attentes, qu'il ne correspond pas au métier que vous voudriez réaliser, à votre projet professionnel en France ou à l'étranger, il faudra reprendre en M1. Et si la question, parce que j'imagine que derrière on a forcément des questions de financement, si la question est le financement, forcément on aura aussi la possibilité pour nous, pour vous, pour les étudiants, de les accompagner vers des parcours en alternance. Alors, c'est une question qui est toujours un peu complexe, mais comment vous situez votre école dans la galaxie du monde des grandes écoles? Alors, on a un positionnement sur ce programme Grande École que je résumerai avec un mot qui est celui de l'hybridation de nos contenus et des profils de nos étudiants. Hybridation des contenus parce que nous avons une école qui est une école de gestion très ouverte sur les nouvelles technologies, très ouverte sur le digital, très ouverte sur l'international, c'est son ADN initial. Et puis on a une école aujourd'hui, et c'est ce qui la rend si singulière par rapport aux autres écoles, c'est qu'aujourd'hui, lorsque l'on vous parle de cette hybridation des contenus, pour que l'hybridation fonctionne, encore faut-il être mêlé à des étudiants qui ne sont pas comme nous, qui ne sont pas comme nos étudiants d'école de gestion. Et donc, comme nous faisons partie d'un groupe dans lequel on a l'EPITA, on a l'EPITech, on a ESME Sudria, avec des écoles d'art. Des écoles d'art, IARTSUP, eh bien, on amène nos étudiants à choisir, à s'ouvrir et puis surtout à découvrir des profils qui ne sont pas les leurs. Et donc à aller travailler avec des étudiants d'IART, à aller travailler avec des étudiants d'EPITA, à aller travailler avec des étudiants d'écoles d'ingénieurs, d'écoles d'informatique et à s'ouvrir à d'autres choses qui feront qu'ils seront enrichis d'une double compétence et puis surtout qu'ils iront peut-être aussi nourrir les amitiés avec lesquelles ils démarreront des projets entrepreneuriaux. Je vais vous en donner un exemple puisque, vous voyez, on a réfléchi et on a recensé ce que nous faisions avec les grandes réussites de l'ISG. Derrière ces grandes réussites, il y en a une, pour moi, elle est emblématique de ce que fait l'école, de ce que fait l'ISG. Lydia, l'application de paiement, qui a levé, sur sa dernière levée de fonds, plus de 10 millions d'euros et qui aura levé depuis sa création 23 millions d'euros. C'est un projet qui est un projet business avec une très forte dimension digitale, forcément, et puis aussi une très grande ouverture à l'international. Et cette application-là, qui résume bien l'esprit de l'école, très entrepreneuriale, mais aussi avec la volonté d'aller s'ouvrir sur le monde de la tech, eh bien ça, c'est facile à l'ISG parce que l'on baigne dans une culture et dans un groupe qui est très ouvert sur à la fois l'international, mais surtout sur les nouvelles techno. Alors, on a parlé d'international, donc forte dimension internationale, puisque ça représente une partie finalement importante, obligatoire de cursus, de semestre. Est-ce qu'on fréquente beaucoup d'étudiants internationaux sur le campus de l'ISG? Est-ce qu'il y a un brassage des nationalités? Alors, nous avons plus de 60 nationalités qui sont présentes chaque année sur le campus. Des gens qui viennent de partout dans le monde, voilà, alors avec parfois des gens qui sont étonnants ou des pays dont on n'attend pas à avoir une représentation et parfois une représentation surnuméraire par rapport à ce que l'on pourrait imaginer. Donc on a beaucoup d'étudiants népalais, par exemple, qui sont présents. On a des étudiants indiens, forcément aussi des étudiants européens. Beaucoup de Belges, beaucoup d'étudiants allemands et qui apportent aussi leur sensibilité. Alors avec ces étudiants belges et allemands, par exemple, on a des projets associatifs qui tournent pour beaucoup d'entre eux autour de l'humanitaire, autour de l'écologie aussi, et qui apportent une dimension différente des étudiants français, souvent plus orientés sur des associations qui auront une dimension luxe, qui auront une dimension gastronomique, qui auront une dimension entrepreneuriale plus forte. C'est moins la culture des anglo-saxons et des étudiants qui viennent de l'Est de l'Europe. Alors, vous savez,
beaucoup d'écoles, beaucoup de grandes écoles, notamment de management, insistent sur l'engagement citoyen, sur la participation à des initiatives, à des associations. Est-ce que c'est une dimension importante à l'ISG, cette dimension associative et engagement? Elle est essentielle. Elle est essentielle et aujourd'hui, dans ce que nous imaginons pour ce nouveau programme Grande École, c'est aussi de rendre nos étudiants plus solidaires avec un projet que nous sommes en train de mettre en place qui s'appellera Ambition solidaire et qui a pour objectif aussi d'accroître la diversité de nos étudiants, de nous ouvrir et de permettre à des étudiants venant de tout profil, de tous horizons, de pouvoir intégrer et rejoindre une grande école. Alors, ce live touche à sa fin. J'ai encore une question. Si vous pouviez définir en quelques mots le profil type du terminal que vous souhaiteriez accueillir demain. On souhaite un terminal qui soit d'abord très ouvert sur l'international, désireux d'acquérir une véritable culture globale, qui se sente citoyen, puisque vous utilisez ce terme-là, citoyen du monde, qui ait envie de faire partager, de communiquer son enthousiasme, sa passion, qui est conscient aussi que tous les enjeux de la gestion, tous les enjeux de l'entreprise auront une dimension techno et digitale. Thierry Sebag, merci d'avoir répondu aux questions de la rédaction et des internautes. Merci d'avoir suivi ce live et à bientôt pour d'autres rendez-vous.